Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous pour un partage un peu inédit pour moi aujourd'hui. J'ai jamais parlé de mon parcours et de mon expérience de deuil en fait aussi précisément que je vais le faire avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, donc déjà ce que je voulais vous inviter à effectuer, c'est déjà ensemble en fait poser une intention. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui finalement? Vous avez chacun, chacune, je pense, vos propres raisons. Mais c'est bon de reposer en fait avant des interventions, les questions qu'on se pose, l'intention avec laquelle on vient, pour être à même de capter, parmi tout ce que je vais vous partager, parmi tout ce que vous allez vivre aujourd'hui dans cette journée, sur les transitions, les deuils et les passages, toutes les informations qui pourront vous être profitables, des ressources et surtout pour les mettre en pratique en fait, ensuite dans votre vie à vous pour mieux cheminer à travers les transitions, les deuils et les passages que vous vivez peut-être ou que vous serez amené à vivre. Donc déjà pour poser qui je suis, donc moi je m'appelle Gaëtan Wilfried, je suis aujourd'hui par mon titre professionnel, je me définis comme accompagnant de femmes atteintes d'endométriose, ce qui est ma spécialisation depuis maintenant 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai un parcours de praticien en santé naturelle, qui démarre en 2012. Et donc je vais revenir avec vous en 2012 et vous faire vivre un petit peu ce que j'ai vécu à cette période-là. Donc d'où je viens et d'où je vais parler quand même durant cette conférence-là, en fait, je vous parle aujourd'hui depuis un espace d'expérience, donc depuis un savoir ou une connaissance dite chaude qui repose sur une expérience personnelle et pas un savoir froid que vous pourrez trouver plus dans des livres. Donc c'est vraiment mon intention avec vous aujourd'hui. Donc pour moi, l'accompagnement, en fait, l'accompagnement fin de vie, il commence en 2012 avec l'accompagnement de ma mère, qui à cette époque-là du coup a un cancer du sein qui lui est diagnostiqué depuis 1 an et qui arrive sur la fin de son parcours thérapeutique. Donc ça c'est la première expérience que je vais avoir d'accompagnement, de deuil, qui va prendre beaucoup de place là dans cette conférence. Et ensuite j'ai consacré aussi beaucoup d'années, les années qui ont suivi du coup en tant que thérapeute, à accompagner des personnes en fin de vie, que ce soit en soins palliatifs, que ce soit des personnes âgées en structure de santé, en oncologie, à la maison, directement à domicile. Et j'ai également une expérience en tant que livreur de repas à domicile, donc j'ai été beaucoup au contact de personnes âgées. Je les ai vues aussi dans un cadre non thérapeutique, où j'ai pu expérimenter finalement quels étaient aussi les besoins fondamentaux de la personne âgée dans sa fin de vie, et notamment dans le lien et la relation à l'autre. Donc ça, c'est un peu les expériences finalement. Et au niveau des formations, j'ai été formé à l'accompagnement en fin de vie bénévole par l'association ASP du Lot, donc Aide, Soutien, Présence sur Cahors. Et j'ai également participé à la création et j'ai suivi du coup une formation d'accompagnement fin de vie, donc bénévole là encore une fois, au sein de l'association ETW France, qui est donc une branche d'une ONG internationale qui s'appelle Embracing the World et qui est sous l'égide de Amma, Amma étant une maître spirituelle hindoue. Donc voilà un peu le parcours des dernières années et un peu ce qui fait que je vous parle aujourd'hui, depuis d'où je vous parle. Donc au niveau de comment ça va se passer, je vais vous partager déjà mon expérience par rapport au deuil. Je vais également mesurer avec vous quelles sont vos attentes en termes de partage aujourd'hui, parce que je peux vous parler d'un point de vue qu'est-ce qui va pouvoir aider à traverser un deuil, mais également qu'est-ce qui va pouvoir aider à accompagner des personnes qui sont en fin de vie. Donc là tout de suite, si on peut sonder, en fait, j'aimerais savoir qui parmi vous vit un deuil actuellement, en a vécu par le passé, et qui est intéressé donc aujourd'hui pour que j'adapte mon discours en fait avec vous sur les ressources plutôt en fait pour traverser un deuil. Okay, je vous demandais de lever la main du coup si vous êtes intéressé plus par ça en fait. Ok, que j'ai une idée. D'accord. Et en ce qui concerne plutôt un partage par rapport à comment je vais pouvoir accompagner au mieux une personne
qui est dans la fin de sa vie ou qui est gravement atteint d'une maladie, est-ce que je peux avoir un peu une idée de qui est intéressé par ce type de partage aujourd'hui, là, maintenant? Ok, d'accord. Du coup, les autres mains qui ne se lèvent pas, c'est juste parce qu'on ne sait pas, on hésite. Ouais. Donc, du coup, je vais essayer de faire les deux. Donc, au niveau déjà de la première expérience, c'est avec ma mère. Donc, je vais remonter avec vous en 2012. Donc, au niveau de sa fin de vie, donc elle était atteinte d'un cancer du sein. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais beaucoup dans la tradition bouddhiste. Okay, donc, j'ai été amené à pratiquer son accompagnement dans une démarche avec une ressource bouddhiste. Donc, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais convenu avec l'infirmière qu'au moment donné où elle apercevrait les signes, on parle de glisser vers la mort, au moment de la mort. Donc, quand l'infirmière allait apercevoir ces premiers signes-là, en fait, de glissement, elle était censée m'appeler pour que moi je puisse faire une pratique de visualisation pour l'aider à s'élever au niveau symbolique, s'élever de son corps, puis réintégrer un absolu. Ce en quoi vous croyez si vous êtes croyant, voilà, ou une autre forme qui vous conviendra si vous êtes non-croyant. Donc, je reçois cet appel et donc là c'est la nuit, il est 3 heures du matin, donc je me mets en posture de méditation et donc là j'ai commencé à visualiser des racines qui sortaient de mon sacrum et qui s'enfonçaient dans la terre. Okay, ça c'était pour être ancré et pour avoir suffisamment d'énergie afin d'être capable de l'accompagner dans son parcours. Et ensuite, donc là, je n'étais pas en présence avec elle, hein, j'étais à distance chez moi, elle était à l'hôpital, j'ai fermé les yeux et donc là, j'ai ressenti une énergie comme je n'en ai jamais ressenti, qui venait de la terre, qui est venue réchauffer mon corps. J'ai dû, je me rappelle très bien, enlever mon t-shirt tellement j'avais chaud. Et ensuite, donc, quand j'ai ressenti cette énergie, je me suis visualisé, ça parlera peut-être aux fans de Harry Potter, dans la gare King Cross, au moment où Harry Potter parle avec Dumbledore, donc dans un espace extrêmement lumineux, tout blanc, donc comme une gare, voilà, la gare King Cross, lumineuse, blanche, et je me suis visualisé en train de cheminer avec ma mère, du coup, à ses côtés, à lui exprimer à la fois ce que j'avais sur le cœur, ce que je ressentais pour elle, et au bout de ce chemin, une porte était présente, et j'ai visualisé donc que uniquement ma mère pouvait traverser cette porte. Cette visualisation, ça a été, je ne le mesurais pas à ce moment-là, mais la première étape pour moi dans le début du parcours d'acceptation de son départ. J'avais, avant même qu'elle ait quitté son corps physique dans la matière, je veux dire que son décès soit prononcé, déjà dans mon cerveau, par cette visualisation, intégré et accepté en un sens son départ. Okay, donc un premier pas vers l'acceptation. Donc ça a été la première pratique que j'ai effectuée. 2 heures plus tard, on a un appel donc, de l'infirmière qui nous annonce le décès clinique prononcé. Voilà. Elle est décédée 2 heures plus tard après cette visualisation. Donc au niveau du parcours, ce qui a suivi après, c'est qu'on s'est rendu sur place. J'ai fait également une autre pratique qui s'appelle la pratique du Powa. La pratique du Powa, ça signifie le transfert de conscience. C'est une pratique qui nous est issue de la tradition bouddhiste tibétaine, qui a pour fonction de faire élever du corps ce qu'on appelle dans la tradition bouddhiste le flux de conscience. On ne parle pas d'âme dans le bouddhisme, mais de flux de conscience, dans le sens où, là je vous parle de la perception bouddhiste, hein, à vous d'ajuster et vous prenez si ça vous parle ou pas, mais le flux de conscience a, dans sa perception, en fait, une caractéristique dynamique. C'est-à-dire que l'âme peut être figée, le flux de conscience est dynamique. C'est-à-dire qu'il est sous l'influence du karma, dans le bouddhisme, donc influencé par nos paroles, nos actions, nos actes passés, qui vont influencer notre avenir. Et donc, le Powa, la pratique du transfert de conscience, consiste à permettre qu'au moment de la mort, ce qu'on appelle dans le bouddhisme le bardo du moment de la mort, c'est donc un espace temporel qui est d'une durée de entre 3 à 40 jours,
durant lequel, après la mort physique, le flux de conscience donc, peut errer. Là, cette pratique du Powa va consister à permettre au flux de conscience de s'élever et de réintégrer un absolu. Okay, donc, de favoriser également son élévation et d'éviter que les émotions négatives et la peine en fait, de l'entourage retiennent ce flux de conscience dans un niveau de réalité en fait, qui est le nôtre. Est-ce que ça vous parle? Ça va, je ne suis pas trop conceptuel dans mes propos. Ça va pour vous? Me dites si jamais il y a besoin d'adapter le discours, de préciser. Donc ça, c'est une pratique que j'ai effectuée, donc c'était 5 heures du matin à peu près, dans la chambre directement. Et jusque-là, en fait, je ne m'étais pas autorisé à ressentir d'émotions par rapport à ce qui était en train de se vivre pour moi. J'étais en posture d'accompagnement, obnubilé par vouloir faire tout ce qui est le plus possible, en fait, aidant pour ma mère à ce moment-là. Donc là, je suis dans la chambre, 5 heures du matin, je fais cette pratique et je sors de la chambre et là, je m'effondre. Ça y est, je quitte la posture d'accompagnant, je redeviens le fils d'une mère et je réalise que ma mère est partie. Donc là, le début du deuil, en fait, véritablement commence. Donc là, voilà, bref, je vous passe les détails, c'est la peine, si vous avez déjà vécu ça, c'est les pleurs, c'est l'expression, en tout cas, la sortie du corps d'émotions. Et à la mesure, en fait, que j'avais vécu une séparation avec ma mère sous une certaine forme, c'est-à-dire qu'elle avait quitté sa forme physique, j'ai vécu, quelques heures après, une reliance que je vais tenter de vous redécrire, en fait, en vous relatant cette expérience par des mots. J'espère pouvoir vous le faire ressentir un petit peu à la hauteur de ce que j'ai pu le vivre, mais à la hauteur que j'ai vécu une perte, j'ai vécu une reliance énorme. Et je vous partage ça, en fait, parce que dans la perception qu'on a de la mort, on a une perception erronée et excessivement orientée vers l'inconvénient et la souffrance. Alors qu'en même temps, il peut y avoir un avantage et une connexion, et autant on a perdu, autant on gagne. C'est quelque chose d'assez difficile à vous faire saisir, mais je vais vous parler de cette expérience. Donc, cette expérience, c'est juste après 5 heures du matin, je suis donc à l'hôpital, et j'avais rendez-vous, allons savoir pourquoi, chez le coiffeur, à 7 heures, non c'était 8 heures, voilà, 8 heures après quoi, à 8 heures du matin. Et donc là, autant vous dire qu'après avoir perdu ma mère, j'en avais un peu rien à foutre d'aller au coiffeur. Donc voilà, je dis clairement à mon père qui est sur place à ce moment-là, quoi bon aller chez le coiffeur, là j'ai rien à faire que mes cheveux ils ressemblent à quelque chose. Et bon, ma foi, il me dit ouais, vas-y, ça va peut-être te changer l'idée. Bon, j'ai pas trop la force de comment dire, de me positionner à ce moment-là, donc j'y vais quand même, et puis je les laisse gérer du coup, avec ma famille, tout ce qui a trait à l'administratif. Et donc là, c'est vraiment très particulier à ce moment-là, donc c'est mon cousin qui m'amène en voiture, je suis très bien, et d'ailleurs je suis repassé à l'endroit en venant ici, entre Albias et Réalville. Je suis en voiture, et là, donc c'est le matin, donc le soleil se lève. Et au moment donné où le soleil se lève, je ressens que ma mère est présente dans ce soleil. Je ressens sa présence dans le soleil. Je ne vais pas vous décrire exactement comment c'est possible, mais je sens une grande reliance avec elle. Et en moi, c'est comme si c'est une évidence qu'elle a réintégré un tout, qu'elle a réintégré les formes qu'on peut voir là autour de nous, des arbres, le soleil, le ciel, la terre, bref, tout ce qui nous entoure. Et là, je ressens vraiment une très très forte reliance avec ma mère, et comme la profonde certitude qu'elle est là, qu'elle n'est plus là dans son corps physique, que je ne peux plus la voir, je ne peux plus parler avec elle comme je le faisais avant, et pour autant, il y a encore une manière d'être en relation avec elle. Et ça a été extrêmement soulageant, d'une part, et ça m'a permis également de m'ouvrir
à toute une dimension de la vie que je ne mesurais pas à ce moment-là, parce que c'était très conceptuel. J'avais fait toutes ces pratiques bouddhistes parce que je me disais que c'était bien pour elles, mais je n'avais pas la certitude en fait que ça avait fonctionné. Et là, cette expérience de reliance ressentie m'a vraiment conforté dans le fait que ça avait eu un sens. Donc voilà, pour vous partager déjà ça et cette expérience-là. Par rapport à la pratique du Powa, pour vous dire, à ce moment-là, je l'ai pratiqué beaucoup dans une intention de l'aider elle, au moment de sa mort, de sa fin de vie du coup. Il y a quelques années, donc je dirais à peu près 5 ans après, donc on est à peu près en 2017, où là, je me dis, et finalement, si cette pratique du Powa, dans les livres bouddhistes, elle est toujours décrite comme étant au service de la personne pour qui on la pratique, pour l'aider à s'élever. Et je me suis dit, finalement, mon deuil, je n'ai pas eu l'impression de le vivre aussi difficilement que certaines personnes. Et si, et donc c'est l'hypothèse que j'amène aujourd'hui et que je vous amène, et donc comme étant une ressource potentielle pour vous, dans les deuils vécus ou à venir, et si cette pratique finalement n'aidait pas que la personne accompagnée, mais aussi la personne qui la pratique pour l'accompagner. Et en un sens, du coup, est un outil supplémentaire pour accélérer et pour faciliter le deuil qu'on va traverser. Donc j'aimais cette hypothèse et mon expérience, en tout cas c'est la croyance que j'ai aujourd'hui, cette pratique du Powa que je vais vous inviter du coup je vais vous proposer de la vivre en fait en fin de conférence, en vous guidant, était une opportunité de faciliter le processus de deuil. Voilà, c'est l'hypothèse que j'aimais et je vais vous proposer du coup de vivre cette expérience-là en fin de conférence. Vous dire donc ensuite que au niveau du deuil, une des grandes difficultés en fait qui se produit après les... Attends, je reste devant la caméra du coup, je me remets devant, ça va t'éviter. Une des grandes difficultés qui se passe en fait quand une personne décède, c'est qu'à la mesure que nous sommes attachés à cette personne, nous pouvons en conséquence nous diriger après sa mort vers un état émotionnel de fidélité à cette personne. Et donc, il y a une telle fidélité à cette personne qu'on peut ne pas s'autoriser à être bien après qu'une personne décède. J'entends, j'aime une personne, si cette personne décède, je dois ne pas me sentir bien parce que je l'aime. Et ça, c'est une croyance qui est très souvent ancrée. Et je vais vous parler après, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie après son décès pour vous illustrer et peut-être vous inspirer à une autre ressource potentielle pour aider après un deuil, c'est finalement comment faire d'un deuil une force et en orientant en fait sa vie dans des actions qui vont vers la réalisation de nos propres rêves. Donc pour ça, pareil, je vous ferai vivre en fin de conférence une visualisation pour vous montrer que finalement, une personne qui décède ne veut pas qu'on ne se sente pas bien, mais veut au contraire qu'on se sente bien. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est de vivre une vie inspirante pour nous et de réaliser nos rêves. Et là, en fait, c'est un point extrêmement important sur lequel ma vie a reposé après son décès, qui a facilité également le processus de deuil, il me semble. C'est ce qui a été eh bien, de me diriger dans une voie professionnelle et dans une passion, qui est donc les thérapies complémentaires, et après me mettre au service des personnes pour les soulager, et en particulier être au service de personnes en fin de vie pendant une partie de ces années. Et à quelque part, ça a été une manière de lui rendre hommage. Et cette force que j'ai eue pour réaliser mon rêve, qui était de devenir praticien et thérapeute en santé complémentaire, finalement a pris racine aussi suite au décès de ma mère. Donc là où je veux en venir, c'est que donner du sens à la mort d'un proche
en allant encore plus vers la réalisation de ses rêves, va grandement atténuer la souffrance et la perception de souffrance associée à cette perte. À quel point ça vous parle? Juste pour savoir si je vous ai perdu ou pas. Ça va? Ouais. Je vais essayer d'être plus précis en fait, en vous donnant l'exemple pour moi en fait. Donc ma mère elle est décédée, donc c'est quand même assez intéressant qu'on soit au mois d'octobre, puisque ma mère elle est décédée en 2012 le 5 octobre. Donc ça a fait 11 ans, là il y a 3 jours, 2 jours. Et donc je commençais, après son départ, son décès, 3 jours plus tard, une formation en praticien en santé naturelle. Donc je faisais à ce moment-là un changement de voie professionnelle. Je délaissais mes études en fait, dans le génie énergétique, donc énergie renouvelable, etc. Et je faisais un switch et je me dirigeais vers la santé naturelle. Donc je commence mes formations, etc. Ça dure 6 mois, la première formation. Et à la fin de la première formation, quand se pose la question d'effectuer un stage, finalement, eh bien, le sujet, il arrive assez vite, c'est je veux accompagner des personnes en fin de vie. Voilà une manière, finalement, de donner du sens à la mort de ma mère, puisque je vais me mettre au service de personnes qui vivent a priori à peu près la même situation qu'elle, en mettant mes compétences au service de ces personnes. Donc là, c'est première action qui va dans le sens de j'utilise sa mort comme un levier, comme une énergie qui me donne de la force pour aller œuvrer dans ce monde et aller réaliser mes rêves. Donc ça a été la première chose. Après, j'ai été investi donc dans l'association DAMA, ETW France, au sein du centre ressources également, les personnes atteintes de cancer sur la française. Et jusqu'en 2018, en fait, de 2013 jusqu'à 2018, j'ai passé beaucoup de temps dans l'accompagnement de fin de vie. Ce qui a été une manière de rendre hommage à ma mère. Et en 2018, il s'est passé une deuxième expérience de grande reliance avec ma mère, un peu similaire à celle que j'avais vécue quand le soleil s'était levé juste après sa mort. Donc cette expérience, je l'ai vécue en 2018 dans un Tour de France à vélo que j'ai fait. Dans ce Tour de France à vélo, je suis arrivé donc, proche de chez mes grands-parents, à un moment donné, en Touraine, du coup, donc je me rappelle très bien, j'étais en vélo. Et je me rapprochais donc de chez ma mère, en fait, où elle habitait étant petite. Et sur les derniers kilomètres, il y a un grand ressenti en moi quand je suis à vélo à ce moment-là. Je sens le vent, donc sur moi, quand on est en vélo, vous avez tous vécu ça, on sent le vent, hein, du coup. Et là, le vent, c'est comme une caresse, et je ressens cette reliance avec ma mère, à nouveau. 5 ans plus tard, enfin 5 ou 6 ans plus tard. Et donc là, je suis grandement touché, je me dis, waouh, ça me touche, ça fait du sens, je vais voir mes grands-parents, et à nouveau, je ressens que, ok, elle est là. Elle n'est plus là dans la forme physique, mais elle est là sous une autre forme. En tout cas, c'est la croyance que j'ai à ce moment-là, et c'est l'expérience dans mes ressentis que j'expérimente à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est une deuxième grande expérience de reliance pour moi, qui m'a fait vivre à ce moment-là aussi la transition un peu de « ok, tu as consacré du temps et tu as donné du sens à mon départ. Maintenant, pense un peu plus à toi et va vivre pleinement ta vie et plus seulement vivre pour donner du sens à ma mort. » Donc là commence après eh bien, mon orientation qui a cheminé et qui en 2019 a donné mon orientation pour accompagner plus des femmes atteintes d'endométriose. Après le décès, c'était 6 ans. 6 ans après, ouais. Durant Ouais, si ça te parle après, ouais, que tu peux faire des liens, c'est possible, mais 6 ans après, ouais. 6 ans après son départ. J'ai eu, entre-temps, des expériences aussi de reliance, mais des expériences de reliance que j'ai voulu provoquer intentionnellement. C'est-à-dire entrer en connexion avec elle, en méditation, alors que là, les deux expériences que je vous ai décrites, le soleil qui se lève ou quand je pédalais à vélo, en fait, c'est des expériences qui sont venues à moi. Je n'ai rien demandé, c'est une
relation, une expérience, un ressenti qui s'est produit sans que je veuille le provoquer et entrer en relation en particulier avec elle. Donc c'est vraiment particulier et je ne saurais pas dire qu'est-ce qui peut favoriser ça, puisque j'imagine que certains d'entre vous, quand je vous relate ça, aimeraient vivre ce type d'expérience. Là est la question, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Je ne sais pas en fait. Tu vois, c'est un peu le mystère de la vie et de l'après-vie, du coup. Donc ça, voilà, c'est ce que je voulais vous partager par rapport à ma mère. Et donc, ce que je vous invite à retenir ici, c'est 3 points. Le premier, c'est la pratique de visualisation juste avant le départ de la personne, juste avant son décès, en fait, qui peut vraiment donner du sens et vous aider, en fait, à déjà entamer un premier pas dans la première étape du deuil, qui est l'étape d'acceptation. La deuxième, c'est cette pratique du POWA, du transfert de conscience, qu'on va voir ensemble. Donc, du coup, je vais soit vous la faire vivre en tant que personne qui traverse une mort, soit en tant qu'accompagnant qui accompagne une personne. Les deux sont possibles. Et la troisième, eh bien, c'est de faire, en fait, de ce départ, d'y donner du sens et d'honorer la personne qui est partie en réalisant la vie de vos rêves. Ça, c'est vraiment le message que je veux vous passer ici. J'ai une question. Est-ce qu'on peut pratiquer le POWA, pas pour une personne, mais aussi pour un véhicule? Pour un véhicule, alors c'est une très bonne question. À partir du moment, je pense, où tu as une relation et une connexion particulière avec quelque chose, la matière étant vivante aussi, tu peux tout à fait essayer. Moi, j'ai jamais essayé, mais c'est tout à fait faisable. Ouais. Je ne sais pas ce que ça donnera, par contre. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager, donc les 3 points que je vous invite à retenir en particulier. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des mains au début qui se levaient par rapport à accompagner des personnes qui sont sur la fin de leur vie ou qui sont grave malades et que vous, du coup, vous voulez aider. Donc là, par rapport à ça, il y a déjà une première chose, c'est quand on est avec la personne, la première condition, et donc là je vous parle depuis un espace et depuis une expérience plus où j'ai accompagné des personnes en maison de retraite et des personnes en soins palliatifs. Donc c'est plus dans ces expériences-là que je prends racine et repose sur ce que je vais vous dire à l'instant. Parce qu'avec ma mère, je n'étais pas encore équipé à ce moment-là. Donc la première chose, c'est déjà la qualité de présence que vous allez avoir à vous-même. On ne peut aider l'autre dans un processus d'accompagnement de fin de vie si nous ne sommes pas présents à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire être présent à nous-mêmes? Ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans mes émotions, dans mon cœur, quand je suis avec la personne qui est sur la fin de sa vie, qui est grave malade, que je suis à côté d'elle, que je suis avec elle. Être à l'écoute de mes ressentis, c'est-à-dire le fait d'être dans cette situation avec elle, là, en présence avec elle, qu'est-ce qui se joue en moi? Quelles sont les pensées que j'ai? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Tout ça, c'est des ressentis, des sensations qui vont être pour vous primordiales, sur lesquelles porter votre attention. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe en vous, vous ne pourrez pas aider la personne que vous souhaitez accompagner. Ou en tout cas, vous l'aiderez avec peut-être une intention ou une posture qui n'est pas juste. Là où je veux en venir, et pour vous illustrer en fait à quel point cette qualité de présence à soi est importante, j'ai eu une expérience en maison de retraite où je suis intervenu donc en EHPAD pour effectuer des soins donc, de nursing touch, donc c'est un accompagnement par le toucher, pour soulager des douleurs. Donc là, c'était une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui était alitée, complètement alitée, sous perfusion, et qui était avec une tétanie généralisée. Donc son corps était extrêmement tendu, tout tendu, très crispé. Je suis intervenu à 2 reprises avec le nursing touch, avec l'intention de la soulager et de faire en sorte que ses muscles se détendent. Okay, c'était la raison et c'était pourquoi on m'avait sollicité. Et ça ne faisait rien. Les 2 premières séances que j'ai faites n'ont eu aucun impact en termes de... En tout cas, si l'impact était caractérisé par de la détente musculaire,
rien n'était impactant à ce niveau. Par contre, donc, la troisième fois, je suis allé dans la chambre, je me suis assis à côté du lit de la personne, et ça a été une expérience qui m'a marqué, mais pour toute ma vie, c'est ce papy, du coup, c'était un papy, m'a pris la main, il m'a tenu le poignet, très fort, donc avec la tétanie, hein, vous imaginez bien que c'est extrêmement fort, donc moi, du coup, je ne pouvais pas trop partir, j'étais un peu coincé, là. Et donc, je suis resté et je me suis dit, ok, bon, ben là, c'est une opportunité, sois présent. Donc, j'ai respiré, j'ai écouté ce qui se passait en moi. Ok, ça me fait un peu peur, du coup, tiens, j'espère qu'il ne va pas me tirer trop fort. Voilà, j'étais à l'écoute un peu de mes sensations, tout ça. Et puis, j'ai respiré. Donc, un peu comme dans les pratiques méditatives, finalement, on prend conscience de sa respiration, on est à l'écoute, on ressent le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se gonfle, etc. Et puis, je regardais en même temps eh bien, ce papy qui était là à l'idée. Les minutes passent, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, à ma grande surprise, j'ai vu un corps totalement relâché. Et alors là, pour moi, en tant que thérapeute, qui arrive avec une intention à la base d'avoir cet effet avec une technique, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais quelle est la place de la technique dans l'accompagnement si, avec juste ce qui vient de se passer là, un état de présence à soi et à l'autre, on arrive à cet effet. C'est formidable. C'est formidable et en même temps, ça foutait un peu un petit coup à mon ego qui me disait, mais du coup, tu es thérapeute, à quoi ça sert en fait? C'est rien d'être thérapeute. Tu es là, tu es présent et tout se passe en fait. Et donc, c'est magnifique de voir ça. Et donc, je fais du lien avec ce que je vous disais avant. On ne peut accompagner l'autre véritablement que si on est présent à soi et ensuite présent à l'autre. Et être présent à soi et être présent à l'autre, c'est être à l'écoute de ce qui se passe en soi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans le cas où une communication verbale est encore possible avec la personne, ce que je vous invite à faire, et c'est ce qui m'a manqué quand j'ai accompagné ma mère sur la fin de son parcours, ça a été le fait de lui exprimer ce que je ressentais. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on a tous un peu peur de dire à l'autre ce qu'on ressent. Et pour dire à l'autre ce qu'on ressent, il faut être à l'écoute de soi, en plus. Et souvent, on n'y est pas trop. Hein. On veut faire le bonhomme. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. Je voulais être un super accompagnant. Ouais, je fais tout pour ma mère, je suis costaud, je ne ressens pas d'émotion. Et puis après, quand j'ai quitté la chambre, tout a lâché. Hein. Mais donc, là où je veux en venir, c'est le principe de métacommunication. La métacommunication, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider dans le cadre d'une relation d'accompagnement. Quand vous, en tant qu'accompagnant, ça peut être un proche, ça peut être, je ne sais pas, hein, est-ce que vous faites du bénévolat ou vous allez voir une personne âgée, votre grand-père, j'en sais rien. Vous accompagnez une personne, vous êtes présent, vous ressentez en vous une émotion de peur, de tristesse, vous avez des pensées dans votre tête et vous n'osez pas parler de ce sujet à la personne parce que ce n'est pas le moment, parce que vous ne voulez pas empirer la situation. Et figurez-vous qu'en fait, le fait d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent, déjà pour vous, ça va être une première manière d'apaiser ce que vous ressentez. Quand on reconnaît et qu'on verbalise ce qu'on ressent, ça apaise cette même sensation, systématiquement. Pas à 100%, mais en tout cas, ça l'apaise, au moins un peu. Donc ça, c'est la première chose, premier bénéfice. Deuxième bénéfice, en faisant ça, en vous mettant en vulnérabilité face à la personne, vous lui tendez une perche pour faire de même. En se mettant en vulnérabilité, on permet à l'autre de faire de même. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux et que je regrette de ne pas avoir pu pratiquer avec ma mère, puisque ça aurait permis, durant ces derniers jours qu'on avait ensemble, de pouvoir avoir une relation et une communication authentique où on se dit les choses, où il n'y a pas des non-dits, où on ne part pas avec des regrets, où on ne regrette pas de ne pas avoir dit à la personne avant qu'elle soit partie certaines choses. Et ça, c'est fabuleux parce que ça vous libère d'un poids énorme. Donc, la métacommunication, en pratique, comment on peut faire? En pratique, déjà,
prendre le temps, quand on est avec la personne, de revenir à soi. Revenir à soi, ça peut être fermer les yeux, prendre 3 respirations conscientes et se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Là, vous pouvez faire un scan corporel, dans mes pieds, dans mes jambes, dans mon ventre, dans ma tête, dans mes bras. Quelles sont les sensations physiques que je ressens? Deuxièmement, quelles sont les émotions que je ressens? Où elles sont situées? Est-ce que je sens de la chaleur? Est-ce que je suis en colère contre ce corps médical qui ne fait pas bien son travail? Je suis en colère contre ci, ça. Et ensuite, ça va consister donc à exprimer à l'autre ce qu'on ressent sur l'instant. Déjà, vous le faites pour vous, pour apaiser cette même sensation. Et ensuite, ça va être également l'opportunité d'avoir une relation authentique, un échange authentique avec la personne. Donc ça, c'est deux premières clés. Du coup, si je résume, en fait, dans qu'est-ce qui peut faciliter le processus d'accompagnement, c'est la présence et c'est la métacommunication, exprimer ce qu'on ressent. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau, du coup? Ouais. Même si l'on souhaite accompagner, on a une démarche d'accompagnement. D'accord? Oui. Est-ce qu'il est possible? Il peut y avoir quelque chose de négatif. Même si on le désire, oui. Ça veut dire qu'on n'est pas en possibilité de le faire pour X raisons. Donc, pour des non-dits, pour des rancœurs, pour des... Ça rendrait, donc, c'est-à-dire la rancœur, par exemple, rendrait impossible ou difficile, pour ne pas dire impossible. Cet accompagnement. Cet accompagnement, d'accord. Ouais, en fait, donc, la question, quelle est la question précisément? Et si tu as un exemple, c'est encore mieux. Donc je ne suis pas dans cette situation, d'accord. Mais c'est une situation que j'envisage. Ok. C'est une possibilité à mes yeux. Donc, un accompagnement respectueux, mais en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que les ressentis sont négatifs. Donc, comment, à mon sens, il n'est pas possible d'accompagner cette personne, même si c'est une personne proche, qu'on a aimée, qu'on aime, qu'on a aimé, je ne sais pas comment il faut le dire. D'accord. Et finalement, c'est pas envisageable. Parce que les ressentis sont trop négatifs. On ne peut pas communiquer de la négativité, même si j'ai bien compris qu'il fallait quand même le verbaliser, parce qu'on peut avoir de la colère, de la rancœur et tout ça. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va s'apaiser pour pouvoir accompagner? Est-ce que c'est clair ce que je dis? En fait, alors ce qui me vient, c'est... Je suis dans le doute de l'accompagnement de ma mère quand elle sera en fin de vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Ok. Alors, moi, ce qui me vient, c'est qu'en fait, là, c'est une merveilleuse opportunité que de pratiquer la présence à soi. Déjà avant d'accompagner. Déjà là, en fait, ce que vous exprimez, je ne sais pas si on peut se tutoyer, c'est déjà, tu es déjà à l'écoute de toi, en fait, là, en un sens. Et d'une peur de ne pas arriver à bien accompagner. Après, il y a qu'est-ce que ça veut dire bien accompagner, il y a tout ça. Mais déjà là, en fait, c'est être à l'écoute de ce que je ressens pour ma mère actuellement. Et si tu envisages une posture d'accompagnement, si tu t'ouvres à cette potentialité-là, en fait, dans le futur, le fait déjà, en fait, à l'heure actuelle, d'écouter tes ressentis et ce qui se passe en toi dans la relation avec ta mère, et de le verbaliser déjà, simplement factuellement. On est là en train d'exprimer « je ressens, voici ce que je ressens ». Je ne suis pas là pour dire les raisons, je ne suis pas là pour dire « tu as fait ci ou tu as fait ça », je suis là pour dire « voilà ce que je ressens dans l'instant, dans notre relation ». Et là-dessus, moi j'ai de la certitude que déjà, ça va te servir toi, en apaisant la rancune qu'il peut y avoir, par exemple. S'il n'y a pas cet apaisement, il n'y aura pas de possibilité. Donc c'est une vraie... Mais c'est déjà en chemin. Oui. Voilà, ce que tu viens de dire, je le perçois déjà. Je me suis déjà posé ce genre de questions. Ouais. Mais que c'est quand même très perturbant. Parce qu'en fait, ça fait peur.
Hmm. Donc c'est aller voir ensuite, alors là c'est pas le sujet du coup, mais Oui, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. oui. Qu'est-ce que cette peur dit et, voilà. C'est- J'ai quelques réponses, Ouais. de toute façon. Mhm. Voilà. Super. Ouais. Ah, mais je- Ouais. Une seconde question. Si une âme part et qu'on a envie à cette personne, est-ce que ça la retient forcément Est-ce que, pardon, j'ai pas entendu le début. Le fait qu'on envoie une personne et que cette personne finit par mourir, est-ce que ça va la bloquer, le fait ce qu'on ressent par rapport à elle Est-ce que ça va la bloquer, c'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à, par exemple, s'il y a eu de la haine ou de la rancune ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça va la bloquer dans son élévation? Alors ça peut être très culpabilisant en fait, quand on lit les livres bouddhistes et qu'on se dit si je ressens de la peine, du coup ça va retenir la personne. Honnêtement, je ne peux pas te dire, j'ai aucune certitude si cette pratique, elle permet réellement d'élever, tu vois. Je veux en avoir la croyance par rapport au pouvoir, hein, je parle du coup pour l'élever. Finalement, en fait c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Est-ce que ça va bloquer la personne? Ça, je ne peux pas répondre. Par contre, si on se concentre sur ce qui est très certainement le cas, c'est que ça va bloquer toi, ton processus. Mais du coup, si je fais le power, c'est ça toujours Comment ça s'écrit d'ailleurs? Ouais, le pouvoir, alors... il Il n'y avait pas un... Si, il y a un tableau là. Je sais pas s'il y a un... Alors donc c'est P apostrophe P apostrophe O-W-A. Voilà. Je sais pas si je t'ai répondu du coup. Pas la dernière précision. Donc, est-ce que tu peux répéter du coup? Je disais oui, le power en fait c'est mutuel, du coup si par exemple je dis renforcement, donc je le pratique quand même, ça peut libérer les deux personnes, celle qui pratique et celle qui reçoit. Oui, tout à fait. Celle qui pratique dans le sens où tu acceptes déjà le départ. Enfin, en tout cas, d'après mon expérience et de ce que j'ai vécu. Sachant que quand c'est pratiqué également en tant qu'accompagnant pour une personne qui n'est pas encore décédée, là encore, hein, selon la tradition bouddhiste, donc je mets des guillemets, hein, j'ai aucune certitude là-dessus, ça peut aider la personne à se régénérer en termes de guérison et à aller puiser en elle les ressources finalement, non pas pour s'élever, mais bien pour rester sur sa terre en fait, et guérir à ce moment-là. Donc voilà, après je ne peux pas l'assurer, quoi, tu vois, mais voilà. Il y avait une question, Alicia, je crois. Oui, c'était plus une réaction, un rebondissement en résonance avec ce que je peux ressentir suite au premier partage qui a été fait. Moi aussi, je me demande si je serais capable d'accompagner mes parents et mes grands-parents. Et pourtant, je suis dans une démarche d'écoute de moi-même, je suis praticienne en art-thérapie. Et en fait, j'ai une grande sensibilité qui fait que je me dis, est-ce que j'arriverai en fait à accompagner des proches aussi proches. Et ce qui m'est venu, c'est en fait être accompagné. Enfin, moi, je sens que j'aurais besoin d'être accompagné dans mon accompagnement. En fait, pour ces années. Voilà, c'est juste ce qui m'est venu. Oui. Seul, je ne sais pas si j'y arriverai. Oui, oui, ça fait du sens. C'est typiquement ce qui est le cas, en effet, quand on fait du bénévolat d'accompagnement, on est supervisé en fait. Et on est supervisé pour quelle raison? En fait, on est supervisé pour justement mettre en lumière et mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous. Dans le cadre de l'accompagnement. Qu'est-ce qui se joue en moi en fait quand j'accompagne cette personne? Et en effet, qu'est-ce qui peut me freiner à l'accompagner? À la fois j'ai envie, à la fois j'ai pas envie parce qu'elle m'a fait chier. Voilà. Ça peut être... Je veux dire, c'est dans ma perception. La personne peut m'avoir dérangé dans ma vie. Voilà, on l'a ressenti comme ça. Ok, non mais qu'on se le dise, hein, c'est dans nos perceptions, dans la réalité, c'est pas les faits. Les faits, c'est les faits. Mais par contre, l'interprétation qu'on a de ce que font les gens, là, on peut se dire, oui, en fait, je l'ai vécu, voilà, cette personne m'a fait chier. Donc, comment je compose avec ça? C'est une vraie question, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Par contre, un début de réponse, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue en moi, comment je peux apaiser et comment je peux
équilibrer cette perception que j'ai en négatif, en fait, vis-à-vis de la personne. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais Oui. voilà. Très bien. Justement, c'est un beau chemin pour élaguer tout ça et arriver à autre chose avec la personne qui va partir. Tout à fait, À ce moment-là. tout à fait. En tout cas, c'est ce que je vis. De partir, en effet, De me libérer avant que la personne elle parte de ce qui n'a pas été avec elle. moi, c'est ce que je souhaite à tout le monde, en effet, de pouvoir exprimer. Même si, en fait, ça n'est pas... pour moi, il n'y a pas de... Comment dire? Même après le décès, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Pourquoi? Parce que même après le décès, on peut encore, de manière symbolique, communiquer avec la personne, donner du sens à ce qu'on a vécu de difficile avec elle. Et si ça, on parvient à le faire, notre perception de la relation change, on peut y donner du sens et du coup, ça ne devient plus souffrant. Donc, même après le départ d'une personne, je veux dire, c'est pas trop tard pour les personnes qui n'ont pas pu bien préparer. Et dans l'idéal, en effet, j'invite à ce que ce soit le cas, mais ouais. Avec une partie, bien sûr, vous n'êtes pas devant la personne. Quand c'est bien libéré, on peut pouvoir dire la chose sans l'émotionnel derrière. Mm. Je trouve que c'est un beau cadeau. Ouais. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, il reste à peu près 12 minutes. Ce que je vous propose, c'est de vous guider justement dans cette... alors, il y a deux options possibles. Je vais vous laisser décider. On va faire avec le nombre de personnes qui votent le plus en faveur d'une option. Soit je vous guide dans le fait de vivre vous-même en fait, ce processus du POWA dans l'instant, donc qui va consister à se visualiser en train de réintégrer un absolu, ce en quoi vous croyez. Soit je peux vous guider afin que vous visualisiez ça pour une personne qui vous est chère et que vous aimeriez accompagner peut-être dans le futur ou maintenant, actuellement. Donc qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que c'est plus la première option de vivre ce processus pour vous ou est-ce que c'est plus de vivre ce processus pour accompagner une personne à s'élever? En quoi il est différent? Il est différent dans le sens où quand c'est pratiqué pour soi, vraiment pour soi, ça va permettre de ressentir, en tout cas d'aller contacter déjà un début de connexion avec ce en quoi vous croyez. Le divin, Dieu, Bouddha, la vie, bref, un début de connexion. Ça vous permet de toucher ça un petit peu du doigt. Si on le fait dans la deuxième option, qui est plus, ok, je visualise pour une personne, là, généralement, on ne perçoit pas aussi finement pour soi la connexion et la relation avec la vie, avec, bref, ce en quoi vous croyez. Donc, voilà la différence entre les deux. Moi, j'ai une question, justement, puisque ça repose sur des techniques, comme le POWA, est-ce que la personne qu'on veut accompagner doit elle-même être croyante, si on peut dire, avoir la même croyance? Non, pas du tout. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de nécessaire. Et après se pose aussi la question, je vais reposer même une deuxième question par derrière qui pourrait se poser, c'est est-ce que la personne pour qui on le fait doit être au courant qu'on le pratique? Parce qu'il y a beaucoup de pratiques en fait où l'accord de la personne est nécessaire. Donc là, deux cas de figure, puisque c'est des questions qui peuvent se poser. Hein. Est-ce que la personne pour qui je le pratique doit être d'accord pour que je le fasse? Premier cas de figure, je le fais dans une posture de sauveur. Je veux sauver la personne, donc je fais cette pratique. Là, la personne doit être au courant. Donc j'en reviens à la présence à soi, être conscient de pourquoi je fais les choses. Par contre, si je le fais dans une posture, ok, je suis dans une posture alignée, je fais ça à la fois pour moi, avec la conscience que ça va m'aider dans mon deuil, à venir peut-être, et peut-être, potentiellement, ça va aider la personne. À ce moment-là, c'est ok que la personne ne soit pas au courant. C'est vraiment ce qui va animer l'intention de faire la pratique du POWA qui va caractériser si la personne doit être au courant ou pas.
Et donc c'est assez subtil parce que bien souvent quand on est en posture de sauveur, on ne le sait pas. Donc ça pose la question d'être accompagné, encore une fois, à accompagner. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? 10 minutes, ok. Donc ce que je vous propose, si vous y êtes ok, j'ai quand même besoin de votre accord. Je ne suis pas en posture de sauveur là, mais j'ai quand même besoin de votre accord. Est-ce que vous préférez, donc, première option, donc si vous pouvez lever la main pour celle-là, pratiquer pour vous, en fait, en vivant vous-même ce processus. Plutôt deuxième option, ok, pour une personne que vous allez accompagner. Ok. Ok, donc je vais vous inviter à vous redresser dans votre fauteuil, à décroiser les jambes, à poser vos pieds bien à plat sur le sol. Oui. Là, alors en fait, je vais vous guider dans... C'est la deuxième. Alors oui, ok, donc on le refait pour que ce soit clair du coup. Ok, première option, je vous guide en fait pour que vous ressentiez par vous-même qu'est-ce que ça fait ce processus de powa. Ok. Ok, donc c'était bien, merci. Ok, super. Super. Donc je vais vous inviter, donc voilà, redressez-vous, décroisez les jambes, les pieds bien en place sur le sol. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc vous êtes libre de pratiquer ou pas, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez fermer les yeux, prendre 3 grandes inspirations. Ok, vous recentrez. Ressentir donc l'air qui rentre, qui sort dans les narines. Relâchez les tensions dans les épaules. Être à l'écoute des sons. Okay, je vais vous inviter à avoir une respiration un peu plus abdominale, à gonfler un peu plus le ventre. Ok. Donc vous allez visualiser devant vous, dans le ciel, ce en quoi vous croyez. Ça peut prendre la forme qui vous vient, une sphère lumineuse, un Bouddha, ce en quoi vous croyez. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est ok aussi. Vous allez imaginer maintenant que de cette forme jaillit des rayons lumineux, dorés, qui se dirigent vers vous. Vers votre cœur en premier. Puis petit à petit, tout votre corps devient lumineux. Votre poitrine, votre cou, votre tête, l'abdomen, le dos, votre bassin, votre cuisse,
gauche, votre genou, votre mollet, la cheville et le pied. Pareil à droite, la cuisse droite, le genou, le mollet, la cheville et le pied droit. Vous êtes maintenant lumière. Puis vous allez visualiser donc que ce corps lumineux commence à s'élever en direction de la forme qui est dans le ciel. Petit à petit, vous vous rapprochez. Vous pouvez ressentir de l'amour qui se diffuse en vous. Puis vous rapprochez de cette forme jusqu'à entrer en elle. Se fondre dans l'absolu. Et écoutez ce qui se passe. Ressentir. Puis je vous invite doucement à reprendre contact avec votre corps. Ressentir le contact de la chaise, le contact des pieds sur le sol. Bouger un petit peu doucement les épaules, s'étirer. Revenir ici et maintenant dans votre corps. Et être prêt à accueillir tout ce que vous allez vivre dans cette journée du coup. Je vous remercie pour votre attention. J'ai pris un grand plaisir à vous partager voilà, cette expérience personnelle.
à vous transmettre ces éléments. J'espère qu'ils vous apporteront et que vous pourrez mettre en pratique quelques éléments dans votre vie et mieux traverser des deuils. Voilà, et du coup, je vous retrouve tout au long de cette journée pour la suite. Merci. Merci Gaëtan.